Et si nous repensions notre rapport au tourisme? Si on réfléchit bien, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, pour semer maintenant des graines d'action du tourisme de demain avec des acteurs engagés. Je suis François Huet, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale, animé par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. Nous rencontrons Claude Fossler, un visionnaire avec un chemin de vie inspirant. Chimiste de formation, il a participé à plusieurs sommets de la Terre et aujourd'hui est propriétaire d'une superbe destination de 180 hectares qui se nomme une campagne en Provence, à Brasse, dans le Var. Nous nous sommes rencontrés cet hiver pour échanger autour d'un café bien chaud après une promenade sur ce lieu rempli d'histoire durant laquelle Claude m'a montré les différentes actions qu'il a mis en œuvre pour réduire l'empreinte carbone aussi bien au niveau des bâtiments que dans l'expérience client. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme et je vous souhaite un moment enrichissant en la compagnie de Claude Fossler. Bonne écoute. Bonjour Claude, merci de me recevoir dans votre établissement ici à Brasse. Un plaisir. On dit Bras ou Brasse d'ailleurs? On dit Brasse. Brasse, okay. Donc à Brasse. Dites-moi, ici on est dans un domaine qui s'appelle une campagne en Provence, un domaine atypique par rapport à son approche. Vous pouvez nous décrire un peu où on est? Alors on est dans un domaine qui existe depuis très longtemps d'ailleurs, qui s'appelle, c'est un lieu dit, le Pérorier. Le Pérorier était sûrement habité déjà au Xe siècle. Il y a une petite église qui, on a toujours cru que c'était la chapelle du domaine. En fait, non, il y a des archéologues, historiens locaux qui m'ont dit non, ça c'était vraiment une petite église. Il y avait un petit hameau. Elle est répertoriée, l'église Notre-Dame sur le chemin de Brasse, c'est telle qu'elle est décrite en latin dans les papiers de l'évêché. Et donc, habitat au Pérorier, installation ensuite au XIe siècle des Templiers qui ont exploité la ferme, un peu comme une multinationale. Les Templiers, c'était des gens, enfin, c'était des chevaliers qui ici fournissaient leurs collègues en Palestine en blé, en chevaux, etc. Et donc c'était une grande ferme d'exploitation. Et ensuite, elle est tombée dans le domaine privé. Il y a certains épisodes qu'on a pu retrouver. C'est pour la décrire, ce sont des bâtiments donc anciens qui datent de l'époque des Templiers, mais qui ont été agrandis comme toutes les fermes, un peu comme un champignon, avec tiens, il me faut une grange ici, tiens, il me faut un truc pour les foins là. Donc ça c'est, et puis pour la famille et pour les ouvriers. Elle est sur un rocher et elle est entourée de prairies et de vignes, et ensuite elle est entourée de collines. Et elle a une chance, c'est que les routes départementales qui ont été créées au XIXe siècle, eh bien, elles passent à plus de 800 mètres de la maison principale. Souvent, vous avez des maisons, de très beaux domaines qui sont à 100 mètres au bord de la route. Et nous, on s'est toujours posé la question, on s'est dit comment ça se fait qu'on est si bien isolé? C'est que le chemin qui allait du village de Brasse au village de Tourves, il passe en fait à 100 mètres, mais il passait sur les collines, parce qu'à l'époque, les chevaux et tout ça passait sur les collines, et les départementales ont été créées plus tard, dans les vallées. Et les gens n'allaient pas dans les vallées dans le temps, parce que les vallées étaient dangereuses, on pouvait se faire attaquer des deux côtés. Les gens aimaient bien aller d'un village à l'autre par les collines, parce qu'ils se sentaient plus à l'abri. Donc on offre un peu un grand calme. C'est-à-dire que quand on quitte la départementale, on arrive au milieu des collines, et une des réactions, c'est souvent les gens, c'est de dire tiens, mais c'est un paradis ici. C'est un nom qu'on entend souvent.
quand ils ont un cabanon ou bien une maison dans leur prairie, ils disent je vais dans ma campagne. Ça, on l'a entendu quand on est arrivé. D'accord. Alors en général, ce sont des cabanons. Je vais dans ma campagne. C'est là où on avait des outils et puis on faisait le casse-croûte pendant les travaux. Et donc vous avez repris cet établissement, ce domaine, il y a combien de temps? Alors on l'a repris en 95. Alors il était à l'abandon. Il y avait un projet d'un propriétaire qui l'avait racheté, qui était plutôt un propriétaire immobilier qui voulait en faire un golf. Il y avait un fermier ici qui faisait un petit peu l'exploitation, qui chassait, enfin qui survivait un peu. Et c'était délabré. C'était délabré. Et donc nous, notre projet d'hébergement touristique et d'accueil à la campagne, on l'a donc développé ici parce que les bâtiments étaient quand même très intéressants, mais on a tout rénové. On a tout rénové. Alors vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez rénové dès le départ, avec une approche très environnementale, axée sur l'énergie, Oui. avec une intention d'être zéro carbone, c'est ça? Absolument. Ça, c'était le défi que je m'étais posé parce que j'avais une vie précédente, puisque quand je suis arrivé ici, j'avais déjà 55 ans. J'avais donc quand même déjà roulé ma bosse et heureusement pu accumuler quelques économies qui nous ont permis de faire ces investissements. Et dans ma vie professionnelle précédente, j'avais été convaincu que le climat, le dérèglement climatique, avec toutes les conséquences de crise, etc., serait le problème majeur du futur. Et le problème actuel déjà majeur. Et que la seule chose pour créer de la résilience et des solutions, eh bien, c'était d'arrêter de brûler des carburants fossiles qui étaient stockés sur des centaines de millions d'années tranquillement, et le fait qu'ils avaient été stockés là avait créé notre atmosphère vivable et notre capacité dans les 10 000 dernières années de créer une agriculture et une civilisation telle que nous la connaissons. Et que à partir de la révolution industrielle, on a commencé à faire exactement le chemin contraire, c'est-à-dire qu'on a commencé à extraire ces trucs-là, de les brûler et de les envoyer dans l'atmosphère, où ils retiennent une partie de l'énergie dont la Terre essaye de se débarrasser du Soleil. Et donc, on crée un effet de serre, c'est bien connu. Et que le seul moyen pour éviter cet effet de serre, c'est d'arrêter de brûler du carbone. C'est comme ça. Donc, j'ai dit, ici, on ne brûlera pas de carbone. Alors, on m'a dit, il est fou, ce gars-là. Ou bien il a les moyens, enfin, les deux. Ou les deux. Et donc, j'ai dit, pas de gaz, pas de pétrole ici, pour chauffer, même pour faire la cuisine. Ce sera tout électrique. On m'a dit, mais alors, électrique en France, c'est du nucléaire. Alors, vous êtes pour le nucléaire? Elle dit, je suis pas pour le nucléaire. Je suis pas tout à fait contre parce que je suis pas technophobe du tout. Mais je parie sur une chose, c'est que et là, on est en 96. Je parie sur une chose, c'est que on pourra transformer les photons du soleil qui sont super abondants, on les transformera en électricité. Allez, ça va être trop cher. Ça, c'est bon pour les stations spatiales ou pour là où il n'y a pas de ligne électrique. Je dis, bon, on verra. Et donc, on est passé en électrique du réseau. En 2007, EDF sous la pression du ministre Borloo et disons d'une politique écologique, a commencé à vendre du courant vert, garantie vert, certifié vert. Donc on était les premiers abonnés en Provence. Et avec les cafés Molongo, il faut reconnaître qu'ils sont beaucoup plus gros que nous. Et donc on s'est mis au courant vert en 2007.
Et on avait un projet déjà de photovoltaïque. Et donc on a un grand champ photovoltaïque, produit magnifique, qui fait 55 000 kWh par an. Dans la journée, il couvre largement plus l'équivalent de notre demande. Donc il fournit même des électrons au quartier. Les maisons sont assez loin, 400 mètres, mais il y a quelques maisons. Et évidemment, la nuit, non. La nuit, non, on tire de toute manière sur le réseau. D'accord. Et là, on a rajouté un nouveau champ il y a cette année, où on est totalement en autoconsommation. On ne vend plus de courant. Et je pense à terme, on va se mettre en autoconsommation en intégrant la production photovoltaïque qu'on a actuellement. On l'intégrera dès que les batteries seront assez économiques. Pour le moment, elles ne le sont pas. Mais à terme, les batteries vont également, parce que les coûts baissent très vite sur toutes ces technologies, et donc on sera en autoconsommation totale. Alors, par ailleurs, on s'est passé évidemment entre-temps en voiture électrique, on a un véhicule utilitaire électrique, et puis tout le reste, c'est électrique. Alors, si je peux juste ajouter un truc, c'est bien de se mettre en électrique, mais il faut surtout en consommer le moins possible. Donc la base de dire je vais en électrique, c'est-à-dire je vais me mettre également en super isolation, c'est-à-dire que et je vais utiliser la méthode de chauffage des locaux qui est la plus économique, c'est-à-dire la pompe à chaleur électrique avec chauffage au sol. Et donc, pour ne pas avoir chauffé beaucoup et surtout ne pas avoir à rafraîchir en été, on a poussé l'isolation. C'est-à-dire qu'en 2007, on est déjà allé aux normes d'isolation des bâtiments qui sont 2012-2020. C'est-à-dire qu'on a d'ailleurs fait le bilan thermique des bâtiments et ils sont dans ces normes-là. Ils tiennent les normes du futur parce qu'il faut surtout avant tout consommer le moins d'énergie possible. Et après, c'est possible de la passer en électrique, même si ça, a priori, à l'époque, on m'a dit que c'était plus cher que le gaz ou le pétrole. Et en 96, vous veniez pas du tourisme. Vous êtes arrivé dès le départ sur ce projet avec une approche très environnementale, très axée sur justement l'énergie, le climat, etc. Vous m'avez dit que vous veniez du secteur de la chimie. Oui. Chimie et plastique, oui. D'où vient cette prise de conscience, cet intérêt justement de s'engager dans la préservation de l'environnement J'aimerais comprendre. Oui, alors, je vais essayer de le faire très court. Si vous voulez, la chimie, je suis un chimiste de formation et par passion, je voulais être chimiste. Moi, quand j'étais petit, j'avais mon petit chimiste, je faisais des expériences avec un copain, on faisait un tas de trucs intéressants. Et on s'aperçoit très vite, une fois qu'on est dans l'industrie, que la chimiste, pour un chimiste industriel, il faut être très bon dans la compréhension des systèmes, comment des systèmes fonctionnent ensemble. Et deuxièmement, il n'y a pas de réaction chimique industrielle qui ne crée des sous-produits et des déchets. Donc l'art de la chimie et surtout de grands sites, parce que je gérais des grands sites industriels en milieu de carrière, c'est de réintégrer et de faire quelque chose avec les déchets. On avait un motto, un déchet est une matière première au mauvais endroit. Donc, vous étiez avant-gardiste de l'économie circulaire ? Absolument. Oui, aujourd'hui on parle de l'économie circulaire, mais si vous regardez une installation chimique, c'est l'économie circulaire poussée, à condition qu'elle ne profite pas des possibilités de polluer. De mon temps, dans les années 70, quand j'ai commencé, il y avait encore des bateaux incinérateurs qui prenaient tous les déchets qui allaient en mer Baltique et en mer du Nord, qui étaient brûlés. Donc il y avait des fuites.
Moi, j'étais dans une entreprise qui avait été américaine, qui avait eu des accidents dans le passé. Et on apprend des accidents, les crises dans les années 50, etc., avec des morts, des trucs comme ça. Et où il y avait eu, et c'est une entreprise qui était encore à l'époque, je pense qu'elle l'est toujours, j'ai un peu perdu, mais elle était quand même, elle appartenait à une famille à plus de 50%. La famille est très présente. Et donc, je pense des protestants, etc. Donc, il y avait un gros sens d'éthique. Et moi, c'était une de mes premières expériences. Alors, c'était à peine un an dans la première installation où il y avait un concours que dans le bassin où les eaux allaient avant d'être jetées dans le Rhin, on élevait des truites. Et la compétition, c'était faire vivre ces truites le plus longtemps possible. Et que celui qui créerait un incident, il était pénalisé, appelé à l'ordre, il était couvert de honte. Alors c'était très difficile parce qu'on n'avait pas toutes les technologies, etc. Mais donc la chimie permet ça. Ensuite, j'étais de chimie plastique plutôt, et donc j'étais à la fois d'ailleurs j'étais un des spécialistes des produits isolants, donc ça m'a aidé beaucoup pour l'isolation, mais j'ai également dans les années au début des années 90, la grosse question commençait à se poser, les plastiques, hein. Alors nous on était un très gros du plastique, hein. Et on était interpellé par tous nos clients qui disaient déchets plastiques, etc., l'automobile, recyclage. Donc moi je me suis lancé, alors que beaucoup de nos concurrents disaient il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Moi j'avais une approche différente. D'ailleurs ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière parce que ça m'a permis aussi d'avancer dans ma carrière, de dire moi j'ai une approche différente, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une question et on va essayer de trouver des solutions. Donc moi j'ai anticipé aujourd'hui ce dont on parle toujours parce que tout n'a pas été résolu, mais j'avais pris une action proactive, c'est-à-dire que j'avais fait beaucoup de réunions à l'époque en disant il y a les clients, les acheteurs très exigeants, enquiquinants, etc. Mais il faut réfléchir. On a fait beaucoup de réunions stratégiques sur l'innovation en disant il y a un autre client, le méta-client, c'est la planète. Donc, vous avez des exigences du client, hein, qui veut un produit le plus performant possible, le moins cher possible, etc. Mais vous avez un autre client, le méta-client, c'est la planète. Comment vous pouvez concilier les deux? Parce que dès que vous avez un paradoxe et un dilemme, vous avez également une source d'innovation. Vous ne pouvez pas innover si vous n'avez pas un problème à résoudre. Il faut qu'il y ait une tension entre une solution, disons on va faire un produit à tel, mais il y a un sous-produit toxique, hein, soit pour l'homme, soit pour l'environnement. Et donc, comment vous pouvez résoudre ce problème? Parce que si vous pouvez le résoudre, vous êtes gagnant, peut-être pas à court terme, parce que ça va être plus cher, et donc, mais à long terme, vous allez être gagnant. Et comment ce message et ces discussions, ou cette réflexion à l'époque, passaient? Est-ce que c'était quelque chose qui était facilement accepté par les personnes avec qui vous étiez en contact, ou on vous regardait comme un extraterrestre? Non, on ne me regardait pas comme un extraterrestre, on me regardait un peu comme un original pas bête, parce que il y a deux attitudes. Je pense que fondamentalement, moi j'ai vu tous mes collègues avaient toujours fondamentalement les mêmes valeurs que moi. Mais il y avait ceux qui disaient on peut quand même encore attendre un peu, et puis peut-être pas pendant que moi j'ai ce job-là, hein, ça va peut-être être mon successeur. Donc l'industrie, et ça continue, hein, moi je le vois, l'industrie essaie toujours de gagner du temps, hein, d'amortir les investissements et même d'aller encore de gratter 1 ou 2 ans, parce que c'est toujours ça que ça joue. C'est-à-dire que si
si vous avez trouvé et je pense qu'il n'y a pas de problème que l'intelligence humaine ne puisse pas résoudre. Après, la question, c'est comment j'investis, comment je change toute la chaîne de valeur, le client, le fournisseur, parce que peut-être que le fournisseur, je vais le lâcher. Hein, la mine de charbon, aujourd'hui, c'est fini, le charbon. Mais il y a des emplois, il y a des trucs, il y a des charbonniers en Pologne ou en Australie, ils ne veulent pas arrêter. Ils veulent pas arrêter, ils ont un tas de pression, etc. Donc, au milieu, il faut essayer de manager. Alors, il faut toujours la question, est-ce qu'il faut être radical, hein, et quitte à être cruel, ou est-ce qu'on va aller doucement? Et je pense que la tendance que je vois souvent, c'est que on va trop doucement, on essaie de ménager, on ne voit pas que les énergies renouvelables peuvent créer également d'emplois et qu'il faut reformer les gens, qu'il faut les aider à faire la transition, au lieu de dire non mais on va écouter les syndicats et écouter les financiers, etc. Donc moi c'était toujours une négociation diplomatique. Mais vous avez participé, vous m'avez raconté tout à l'heure que vous avez participé, après cette carrière dans la chimie, vous avez participé à justement la construction de ce mouvement environnemental au niveau international. Oui, il était déjà bien entamé, mais moi j'ai continué à faciliter le progrès. Hein, c'est-à-dire que j'ai participé effectivement au sommet de la Terre à Johannesburg, hein, celui de 2002. J'ai beaucoup participé, mais sans y aller, au suivant qu'il y a eu Rio 2012. J'avais pondu un rapport sur la transformation de l'état d'esprit, comment est-ce qu'on pouvait... c'était un accélérateur de changement. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse toujours, c'est d'accélérer les changements. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'ici, j'ai toujours eu la possibilité de dire je peux faire ce que je dis. C'est-à-dire, on ne pourra jamais me dire oui, Fuchsler, il prêche, il raconte des jolies choses, mais moi je peux dire bonjour Christine. Moi je peux dire que... Bonjour. Moi je peux dire qu'on peut être zéro carbone. Ok, c'est pas gratuit, hein, c'est un peu plus cher que le truc, mais si vous voulez mettre du carbone, c'est que vous pensez que les autres vont subir les coûts du climat, les canadaires, etc. Il faut bien les payer, c'est-à-dire contre les incendies de forêt. La sécurité civile qui intervient quand il y a des catastrophes climatiques, il faut bien les payer. Donc ceux qui émettent du CO2, qui créent indirectement à terme ces catastrophes, ils préfèrent dégager les coûts en disant on verra bien, les crises, ce seront les gouvernements, etc. qui les paieront, parce que moi je ne veux pas payer une taxe carbone. Et bien, si on revenait par exemple ici chez vous, comment ça se traduit dans l'expérience client? Est-ce que vous m'avez dit que vous aviez des clients extrêmement loyaux qui venaient, et comment ça se traduit ici si on reste chez vous? C'est très intéressant, c'est très positif, parce qu'on a ce genre de conversation on l'a, parce que souvent on a des gens qui sont un peu aussi des dinosaures, hein, qui ont des très grosses voitures et qui vont me dire que leur voiture, souvent ils se trompent dans les calculs, parce qu'elle pollue pas tant que ça et qu'elle n'a pas d'influence. Il y a ceux qui parlent leur métier. Moi j'ai eu des gens qui sont dans la marine marchande, donc marine marchande c'est un des plus gros pollueurs. Ouais, tout à fait, on en parle très peu d'ailleurs. On en parle très peu. Oui, parce que c'est offshore, c'est loin. On ne le voit pas. On commence à en parler parce que dans les ports, les bateaux de croisière continuent à faire tourner leurs machines. Donc, mais ils sont très intéressés, très positifs. Ils ne viennent pas pour ça, hein, parce qu'on a essayé de faire vous savez, le marketing écologie, etc. Non, les gens vont quand même voir est-ce qu'il y a un lave-vaisselle, il y a une piscine, etc. C'est pour ça qu'ils viennent.
Mais une fois qu'ils sont là et qu'ils voient que leur empreinte carbone, quand ils sont ici, de vivre ici, est réduite, parce que l'électricité est photovoltaïque, parce que c'est isolé, il n'y a pas de clim, mais c'est quand même frais, etc. Et ils apprécient, parce qu'on fait du recyclage, parce qu'on s'occupe des déchets, parce que donc ils apprécient, ils s'intéressent, ils posent des questions, et puis ils disent moi aussi je fais ceci ou cela. Tout le monde a envie de faire quelque chose. Hein. Et nous, ce qu'on veut faire développer maintenant, c'est si vous voulez, on est zéro carbone. Et j'ai les calculs, je peux le prouver, hein, c'est simple. Mais les clients, quand ils sont ici, ils sont pas zéro carbone, ni pour venir, ni s'ils prennent la voiture tous les jours. Donc nous notre effort ici, c'est de dire, vous pouvez avoir des vacances très agréables, avec une empreinte carbone réduite, comme nous, parce que on vous propose le vélo. Hein, le vélo assistante électrique ici est idéal, sauf peut-être au mois d'août quand il fait très chaud. Oui, surtout. Il y a des trucs, mais le reste c'est idéal pour faire de la banane. Donc en basse moyenne saison, c'est vraiment un moyen de locomotion idéal. Vous pouvez visiter tous les best-of autour à vélo. Hein, Puis vous avez une station de recharge ici. Et donc on vient de développer une station de recharge photovoltaïque sympa où on peut charger 7 vélos en même temps, plus une voiture électrique, parce que on va avoir des clients qui vont venir en voiture électrique, hein, avec l'autonomie qui commence à friser les 500 km là, avec les nouveaux modèles. Ça va être quelque chose, il faut absolument accueillir ça et l'encourager. Donc nous, on essaye de, finalement, aussi un petit peu de sélectionner une clientèle qui correspond à ça. Petit à petit, en leur offrant une possibilité de... Bon, il y a aussi le cheval, hein, il y a aussi la randonnée à pied, et puis il y a la piscine. Tout ça permet de retenir les gens. Puis on a la chance d'avoir 190 hectares de terrain. On peut se balader avec des sentiers intéressants. Donc nous, on essaye d'orienter le tourisme sans carbone, parce que je pense que le tourisme, on peut se demander où il va, hein, le tourisme, mais il y a une chose dont je suis convaincu, c'est qu'il faut découpler le plaisir du tourisme de l'impact carbone aussi. Alors, c'est un joli projet. Mais tant que l'impact carbone du tourisme sera plus important que la vie ordinaire, c'est-à-dire parce qu'on prend des vols bas prix pour aller dans des destinations lointaines, et que là-bas on fait du 4x4 thermique, etc. Je pense que c'est un tourisme qui n'est pas soutenable vis-à-vis, en comparaison du défi climatique qu'on a. Hein. Donc ce tourisme-là est voué à l'échec. Alors ça pose des dilemmes. Est-ce qu'il va falloir s'abstenir d'aller loin en tourisme? Je ne sais pas. Mais vous avez l'intention, vous travaillez sur un projet justement par rapport au vélo électrique. Vous voulez développer des parcours cyclables en vous associant, en travaillant en coopération avec d'autres acteurs engagés dans la même direction que vous. Vous voulez en parler un peu? Absolument, parce que évidemment, on peut. Ce qui intéresse, il y a, autant que je comprenne, hein, je ne suis pas encore un expert du cyclisme, mais j'ai un frère qui est un grand. Qui lui est un grand cycliste et qui va dire je vais faire le Danemark à vélo, etc. Donc lui, il est de ces cyclistes qui aiment aller avec peu de bagages de place en place. Mm-hmm. Donc il y a ça, et ça implique qu'il faut créer un réseau, si vous voulez,
la Provence verte devienne un paradis du cyclisme, et elle en a tout à fait le potentiel, hein, de jolies routes, un peu de collines, donc vélo assistant. Mais il y a déjà des équipes qui viennent s'entraîner. Voilà. Regardez, localement, tous les locaux sportifs font du vélo. On en voit tout le temps sur les routes. Donc là, il faut un réseau, il faut des cartes. Et avec l'Office du tourisme, on est en train de créer des cartes et des fiches de circuits. Et puis, pour l'hébergeur comme nous, qui aimons retenir les gens pendant une semaine, il faut des circuits en étoile. Et ici, on peut le faire aussi. Donc, mais le circuit en étoile, ça implique quand même que peut-être que d'ici à Cotignac, vous pouvez prendre un petit repas léger tout en rechargeant la batterie. Parce que on a un partenaire qui a un bistrot de pays ou avec des bornes ou quelque chose, ou qu'on a un domaine viticole avec une possibilité de prendre un encas avec des bornes. Donc c'est sûr que on n'arrive pas encore à transporter assez de capacité pour faire des longs trajets. Mais les cyclistes ne veulent pas faire plus de 60 km. Hein. C'est déjà pas mal, hein, 60. C'est déjà pas mal. Hein. Certains, c'est une trentaine de kilomètres. Voilà. Donc oui, il faut des réseaux pour ça. Et puis là, on est en train l'Office du tourisme est très réceptif sur ça. Ça fait longtemps qu'ils en parlent, mais je pense que tant qu'il n'y a pas quelques volontaires qui donnent l'impulsion, ça ne décolle pas. Et là, c'est en train de décoller. Super, voilà. Super, bravo. Avant de conclure, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous met en joie, Claude ? C'est que nous et tous ceux qui ont vu l'évolution nous disent mais c'est incroyable ce que vous avez pu faire, hein. C'est-à-dire que la nature, les papillons qui sont revenus, les oiseaux qui sont revenus, on fait des comptages on s'est mis en refuge LPO aussi pour faire des comptages. On avait fait un comptage en 97, on a fait un comptage, il y a plus de diversité. Il y a plus de diversité sur le plan végétation aussi. On a réintroduit des plantes qui sont justement des plantes hautes pour les papillons, pour qu'ils puissent y pondre leurs œufs. On a réintroduit des arbres différents qui sont à la fois mellifères et qui nourrissent la petite faune. Et sur la durée, ça se voit. Et c'est certain que je pense que notre environnement s'est amélioré. On exploite la forêt, mais ça ne se voit pas parce qu'on utilise une méthode d'exploitation douce où on sort pas plus de bois qu'elle n'en crée. D'ailleurs, moins en fait, toujours pour qu'elle soit toujours dans un équilibre positif, parce que le secret de la résilience, c'est également la diversité. Hein. La diversité. C'est dommage que l'individu souvent se replie sur le copier-coller. Oui, sur le copier-coller, et puis il veut tous être pareils, que ce soit la diversité des cultures et la diversité de la biodiversité, du vivant, de la faune, de la flore, en fait crée justement un petit peu cet effet paradis. Hein, voilà. Bravo. Ça me met en joie. Moi, je vous dis félicitations, bravo. Merci beaucoup, Claude. D'accord. Merci à vous. Voilà la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en le partageant sur vos réseaux, en vous abonnant pour suivre tous les épisodes à venir. Et si vous avez juste encore un petit peu de temps,
donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme préférée. Le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit, ensemble, guidé par le sens et l'expérience en lien avec nos territoires. Alors je vous dis à très bientôt.